Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mohamed Nouroussal a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes géopolitiques qui assaillent le Sénégal et la planète Terre. Nous ne pouvons commencer sans mentionner les problèmes qu'il y a au niveau du Moyen-Orient, dont on ne cesse d'arrêter de parler. Le Qatar, on a vu que ces temps-ci, ces derniers temps, Israël a bombardé le Qatar. Et tout le monde sait que les États-Unis étaient au courant parce que c'est pas possible que des avions, 15 avions traversent la Jordanie parce que l'Israël n'a pas de frontière avec le Qatar. Traversent la Jordanie, passent par l'Irak, passent par l'Arabie Saoudite puis pour rejoindre le Qatar là. Et dans toutes ces zones-là, il y a des bases. Dans tous ces pays énumérés, il y a des bases militaires américaines, donc avec des radars et avec n'importe quoi, des radars, des bases aériennes. La plus grande base aérienne, même américaine, se trouve à Qatar, là, à Louidine, là où Louidine. Et que les États-Unis ne puissent pas être au courant, c'est pas possible, parce que sinon ces avions auraient été abattus par les, par les chasseurs, pas les chasseurs ou bien les, systèmes de défense aérienne américains. Donc, les États-Unis étaient bien au courant, ça c'est un détail. Et que même les Anglais, des gens disent même qu'un avion anglais, ravitailleur anglais, parce que ces avions-là, quand ils parcourent plus de 1500 km, leur carburant se vide, donc il faut qu'ils soient ravitaillés en plein vol. Ils ont été ravitaillés par un ravitailleur anglais qui circulait autour de la zone où opéraient les chasseurs, les avions de guerre israéliens. Bon. Mais ce qui m'étonne, c'est que Qatar en fasse une histoire, que ça convoque même les pays musulmans, les pays arabes, les pays musulmans, pour réagir par rapport à ça, alors que le Liban se fait bombarder tous les jours, tous les 2 jours par Israël. Et ces gens de Qatar, de Jordanie, du Golfe, donc les Arabes Saoudiens comme les Émiratis, les Bahreïnis, les Qataris sont mieux. N'ont jamais manifesté la plus petite once de sympathie vis-à-vis des Libanais, qui se font bombarder tous les jours par les Israéliens. Et même des Syriens qui se font bombarder encore par les Israéliens. Et d'autres pays aussi qui se font bombarder. Et même pour le génocide, on ne les a pas vus manifester autant d'énergie pour exiger à ce que le génocide soit condamné. Ils ne l'ont jamais condamné. Ils n'ont jamais condamné le génocide qui est en train de faire, qui est en train de se produire. Et même les Nations Unies ont abouti à cette conclusion en disant que ce qui se fait à Gaza, c'est un génocide. Les Nations Unies ont finalement vaincu leur peur par des Occidentaux en osant prononcer ce mot, génocide, que les Israéliens commettent. Bon. Alors qu'ils ont attendu que plus de 300 000 Palestiniens se fassent tuer avant de pouvoir servir de conclusion, alors que d'autres experts, même sur le génocide, l'avaient déjà dit. Bon, bref. Voilà ce qui se passe. Les Qataris, là, quand Trump venait là-bas, ils lui ont donné un avion qui coûtait 400 millions de dollars. Ils ont promis des investissements de plusieurs trillions, eux, aussi bien que les Émiratis, que les Saoudiens, de plusieurs trillions aux États-Unis. Ils ont même promis d'acheter des Boeing, plusieurs avions de Boeing. Ces gens-là, ce sont des esclaves des Américains. Donc quand Israël les bombarde, ce n'est rien. Pourquoi les gens devraient-ils ce truc parce que le Qatar a été bombardé? Mais on va tout le temps les Palestiniens qui se font massacrer depuis bientôt 2 ans. Depuis 2 ans, les Palestiniens qui se font massacrer, qui se font tuer, des bébés, des enfants, des nourrissons, des mères enceintes. Ils n'ont jamais réagi vis-à-vis par rapport à ça. Et maintenant, ils veulent emmerder la planète comme si eux, donc, ce sont des gens qui méritent de vivre. Et les Palestiniens, eux, leur sort là, ils le méritent aussi autant que possible. Ils le méritent. Ils méritent qu'ils se fassent massacrer. Voilà. Donc le racisme, enfin, ce qu'on a tout le temps dit dans ces vidéos, que les Arabes qui sont dans le Golfe, c'est des traîtres. C'est des esclaves des Américains. C'est des gens qui font tout ce qui est dans l'intérêt des Américains. Même si c'est contre les intérêts de leurs, entre 18 000 guillemets frères. Parce que ce ne sont pas leurs frères. Aussi bien les Égyptiens, les Jordaniens, les Émiratis, les Qataris, les Bahreïnis, les Saoudiens. Tous ces gens-là, c'est de la charade. Ils soutiennent. Ils ne sont pas émus par les massacres que sont en train de vivre, que sont en train de commettre les Israéliens au niveau de Gaza ou des territoires occupés.
Il y a quelqu'un même qui demandait mais à quoi sont servis les trillions de dollars qu'ils ont dépensés dans les armes en 10 ans. Ces armes-là, où est-ce qu'elles étaient lorsque les Israéliens s'envolaient vers Qatar pour bombarder? Où étaient leurs armes qu'ils ont achetées à coût de centaines de milliards de dollars, ces Qataris? Ces armes étaient invisibles, n'ont servi à rien. Et même il y a un journaliste américain, Chris Hedge, qui est interviewé par George Galloway, disait que mais en fait, lorsque les Houthis là empêchaient aux navires d'accoster vers Israël, c'est les Arabes, même les Saoudiens, les Émiratis, les Jordaniens qui ont créé une voie parallèle pour permettre maintenant à tous les produits dont les Israéliens ont besoin là, pour permettre à ces produits de passer par les Émirats, l'Arabie Saoudite et la Jordanie pour aller vers Israël. Ces gens-là, pendant que même les Yéménites là, se battaient pour empêcher Israël de commettre les crimes qu'ils sont en train de commettre, eux, ils trouvaient des moyens parallèles pour alimenter Israël. Voilà ce que sont ces gens. Bon, bref, pour passer à notre Sénégal qui nous intéresse davantage, puisque nous sommes Sénégalais. Mais la dette du Sénégal était de 180 milliards de francs CFA. Plutôt le service de la dette du Sénégal est de 180 milliards de francs CFA en 2010 et de 340 milliards en 2012. Actuellement, le service de la dette du Sénégal pour 2025 est de 3800 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Ça passe de 180 puis à 343 maintenant à 3800. Ça veut dire que la dette, si on considère au service de la dette de 2010, ça a été multiplié par plus de 23. Si on compare au service de la dette de 2012, ça a été multiplié par plus de 10, par 11 même. Par plus de 11. C'est affreux cela. Le service de la dette de 2000, on en parle tout à l'heure. Et le montant de la dette en 2012 était de 2287, je crois, milliards de francs CFA. 2200, en tout cas moins de 2300 milliards de francs CFA. Actuellement, il est de combien? Il est de 23 000. Le montant de la dette, il est de 23 000 milliards de francs CFA. Ça a été multiplié par 10. La dette en 2012, le montant de la dette en 2012 a été multiplié par 10 actuellement. Il est de 23 000. Et le service de la dette actuellement, qui est de 3 800 milliards de francs CFA sur un budget de 6 500 milliards de francs CFA, le service de la dette constitue 60% du budget. 60% du budget. C'est-à-dire 6 dépenses qu'effectue l'État sur 10 sont consacrées au service de la dette. Vous vous rendez compte, chers Sénégalais? C'est pourquoi tout est cher dans ce pays. Donc, il n'y a pas à s'étonner pourquoi tout est cher, l'inflation. Mais l'État ne fait que taxer pour pouvoir rembourser, pour pouvoir non seulement payer le service de la dette, mais ensuite, quand il s'agira de payer le principal aussi, c'est nous, Sénégalais, qui allons payer ça. Mais bien sûr, l'argent ne va pas tomber du paradis ou du ciel. Tout ce qui se vend, donc tout ce qui s'achète ici au Sénégal, tout ce qu'un Sénégalais achète, que ce soit du tabac, de la cola, de la boisson, du riz, du sel, tout cela subit une paie. Il y a des taxes qui sont appliquées sur ces produits. Le sucre et tout ça, l'huile, tout, surtout, il y a des taxes qui sont appliquées sur les produits pour que nous payions, pour que le Sénégal puisse s'affranchir du service de la dette qui est annuel. Le service de la dette, c'est chaque année. Contrairement au remboursement de la dette qui n'est pas chaque année forcément. Le service de la dette est de 3 500 milliards, c'est-à-dire plus de 60% du budget. Mais ça, c'est affreux. C'est affreux, ça veut dire dans le budget, il n'y a que 4 dépenses sur 10 qui concernent le Sénégal. Le reste, c'est le service de la dette. Et avec ça, comment notre pays va avancer? Quand une dette en moins de 10 ans est multipliée, le montant d'une dette, de notre dette, en moins de 10 ans multiplié par 10. Quand le montant du service de la dette là, en moins de 10 ans aussi est multiplié par... Ça passe de 343 à 3000, donc à multiplier aussi par 10. Mais on peut se demander donc à quoi servent. Les gens nous hurlent, nous assommer les trucs là avec le pétrole, le gaz, le pétrole, le gaz. Le pétrole et notre gaz n'ont pas empêché que notre dette a augmenté de façon colossale.
À quoi donc servent notre pétrole et notre gaz? Le pétrole qu'on a découvert et le gaz là, ça sert à quoi? Le zircon et l'or là, ça sert à quoi? Si ça ne fait que, ça n'a pas empêché que la dette a été multipliée par 10. Mais ceci montre aussi, ceci nous donne aussi un renseignement sur, pour gérer un pays aussi, il faut connaître les enjeux économiques qu'il y a dans ce pays, parce qu'un pays c'est quoi? Un pays c'est un ensemble de communautés économiques. C'est un regroupement de communautés économiques. Mais communauté économique, ça veut dire qu'il faut savoir avoir une idée de ce que c'est que les enjeux économiques. On ne peut pas venir prendre un pays et la dette qui passe depuis que ces derniers-là sont au pouvoir. Pardonnez-moi, maintenant je ne fais plus un remonter vers l'ancienne histoire, là, le paléolithique de la dette, mais je parle que de l'année dernière et aujourd'hui, et cette année. Depuis que ces gens sont au pouvoir, ils ont emprunté en une année et demie autant que ce que les autres ont emprunté en 12 ans. Que ce que les magasins ont emprunté en 12 ans. Vous croyez que ça c'est du rationalisme économique? Quelqu'un qui gère une entreprise économique procède de la sorte? Multiple. Ce que les gens empruntent en 12 ans, vous empruntez ça en moins d'un an et demi. Autrement dit, vous empruntez plus de 6 fois ce que les autres empruntaient par an en une année. Ça obéit à quel rationalisme économique? Ce n'est aucun rationalisme économique. Et maintenant, on se trouve piégé. Pourquoi? Quand on parle de oui, le montant de la dette, maintenant c'est 118% du PIB. Mais pourquoi c'est 118% du PIB? Ce n'était pas 118% du PIB lorsque ces derniers venaient au pouvoir. Même si c'était déjà colossal. Même si le montant de la dette est déjà colossal. Mais il a été rendu beaucoup, affreusement plus colossal lorsque ces derniers sont venus au pouvoir, parce qu'en moins d'un an et demi, ils ont emprunté l'équivalent de ce que les autres ont emprunté en 12 ans. Et qui va payer cette dette-là? Les Sénégalais, bien entendu, ça on en a parlé, reparlé. C'est toujours nous qui allons payer, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Tout individu qui connaît la direction d'une boutique, la porte d'un magasin, d'une boutique ou bien d'un marché, paiera parce que s'il achète, il va payer. Mais ces gens, une fois qu'ils sont venus au pouvoir, la dette a atteint 118%, 119% de notre PIB. Malgré le fait qu'on ait du pétrole, malgré le fait qu'on a du pétrole, malgré le fait qu'on a du gaz, malgré le fait qu'on exploite de l'or et du zircon. Malgré tout cela, malgré notre richesse supplémentaire, on est devenu beaucoup plus pauvre. Et maintenant, quel discours les gens peuvent-ils, ces derniers peuvent-ils tenir là sur l'économie du Sénégal? Aucun discours. Parce que pour pouvoir tenir un discours sur l'économie du Sénégal, il faut avoir amélioré la situation économique du pays entre-temps. Mais si c'est lorsque vous avez pris le pouvoir là, vous avez fait empirer la situation économique du pays, vous n'avez pas de discours à tenir concernant la situation économique du pays. Sauf que vous l'avez rendu beaucoup plus catastrophique et beaucoup plus chaotique. Que les gens ne se fassent pas d'illusions. Les gens qui veulent tenir des discours là en justifiant, ils sont libres de justifier, hein. Chacun est libre de défendre tout ce qu'il veut. Hein. Mais ce que nous vivons dans ce pays, c'est normal que nous vivions cette dureté économique. C'est normal que dans l'écrasante majorité des maisons, qu'il n'y ait plus, que les gens ne puissent plus avoir pour la possibilité d'avoir des repas. Un repas par jour. Un repas, je parle d'un repas, je ne parle pas de deux repas. C'est normal. C'est la catastrophe qu'il y a dans toutes les maisons. Dans l'écrasante majorité des maisons ici dans ce pays, je ne dis pas dans toutes, mais dans l'écrasante majorité des maisons. C'est normal. Puisque dans cette situation économique, on n'a fait que s'empirer. Parce que si on gère un pays, on gère une situation économique. Quand on gère une entreprise dont la dette est multipliée par 2 en moins de 2 ans, lorsque je venais, la dette c'était de 2. Ah, maintenant la dette là, je l'ai multipliée par 2. La dette là, je l'ai multipliée par 2 en moins de 2 ans. C'est gravissime. J'ai emprunté autant que ce que c'est gravissime. On ne peut pas dire qu'on gère un pays, qu'on sait gérer un pays, quand c'est comme ça qu'on se comporte économiquement parlant, par rapport à ce pays. Et pire, c'est qu'on a fait une proposition, on a fait encore grave, je ne dis pas pire, encore grave, parce que rien n'est pire que ce que nous avons déjà, ce que nous vivons déjà. Mais quelque chose de grave encore, c'est de vouloir, parce qu'on cherche partout de l'argent pour pouvoir rembourser le service de la dette. Donc on tire sur tout ce qui bouge. Partout on voit
quelque part une recette qui pourrait nous faire une recette pour améliorer le service, pour pouvoir rembourser le service, pour pouvoir solder le service de la dette. Donc on touche, on tire dessus. Mais quand les gens payent leurs factures d'électricité, d'eau ou de téléphone là, via les services électroniques là, via Wave, Orange Money ou Yas ou bien etc. ou Expresso, mais ils sont en train de payer déjà un service que présentent ces opérateurs. Quand on paye par Wave, celui qui paye par Wave, il paye déjà à Wave. Quand on paye sa facture, quand je paye ma facture d'électricité par Wave, je paie à Wave. Parce que Wave ne fait pas ce service gratuitement. Il est payé pour ce service. Mais Wave déjà fait. Wave, pour le bénéfice qu'il réalise, paie des taxes à l'État du Sénégal. Et des impôts à l'État du Sénégal pour cela. Mais le consommateur, on lui demande de payer doublement. Alors que s'il ne paye pas électroniquement, il se rendrait dans une agence de la Sénélec ou bien de la SDO ou bien des entreprises d'Orange. Et il y aurait donc beaucoup d'opérateurs, beaucoup de guichetiers qui seraient là-bas pour encaisser. L'argent rentrerait beaucoup plus lentement au niveau d'Orange ou bien au niveau de la SDO ou de la Sénélec parce qu'il y a une longue queue. Mais ces gens-là, en payant électroniquement, ils rendent même un service à l'État parce qu'ils permettent à ces agences de l'État-là, que sont Sonatel et autres, là, SDE, de ne pas recruter autant de personnel qu'ils auraient dû recruter si tout le monde se rendait là-bas. Et ensuite de faciliter la vitesse d'encaisse de ces sous. Mais demandez donc aux citoyens de payer doublement. De payer parce que pour le service, donc autant dire qu'ils n'ont qu'à dire qu'ils vont augmenter la taxe au niveau de Wave et autres là. Donc Wave va payer davantage, ça ils n'ont qu'à. Mais c'est du n'importe quoi. On ne peut pas taxer doublement le consommateur. Il paie pour le service. Et déjà en payant pour le service là, dans ce qu'il paye, il y a déjà la part qui revient à la TVA, la part qui revient à des taxes, et ainsi de suite. La part aussi qui reviendra aux impôts. Et maintenant, l'État veut taxer le consommateur doublement parce qu'il a osé payer de façon électronique. Donc, ce qui veut dire que, chers consommateurs, pour éviter de payer chèrement, allez faire la queue à la Sénélec ou bien à Orange ou bien à la SDE ou bien ailleurs. Vous vous rendez compte? C'est du n'importe quoi. Ça, c'est ignorer même ce que la loi, la réglementation prévoit. Mais ces gens, on dirait qu'ils ne s'en soucient pas. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de se faire des sous. Parce qu'ils ont emprunté énormément d'argent et il faut payer. Le service de la dette est colossal. Parce que quand le service de la dette fait 60% du budget, ça veut dire qu'il n'y a plus de budget pour le Sénégal. Il n'y a plus de budget pour le truc. Le service de la dette fait 60% du budget. Et je vous ai dit que ce service de la dette, a été multiplié par 10. Par plus de 10. Entre 2012 et maintenant. Par plus de 10, par 11. Parce qu'il était de 2200, il était de plutôt 340 milliards en 2012. Il est maintenant de 3800 milliards. Il a été multiplié par 11. Le montant de la dette a été multiplié par 11. Il était de 2287 milliards en 2012. Maintenant, il est de 23 000. Et pour un pays qui, entre-temps, a eu du pétrole et du gaz, du zircon, de l'or, qu'on exploite, tout ça, ça ne sert à rien. Le pétrole, l'or, etc., c'était pour non pas empêcher à ce que notre dette-là soit multipliée par 10. Mais il est évident que maintenant qu'on nous raconte des histoires dans 118% du PIB, la dette fait. Ça, on a dit que la dette du Sénégal, le montant de la dette, si on devait répartir ça entre tous les Sénégalais, si on devait faire le montant, la dette per capita, ça dépasse pour chaque Sénégalais. Nourrissons jusqu'à celui qui est âgé de 110 ans. Chacun devrait débourser 1 100 000 francs pour rembourser cette dette, pour éponger cette dette. 1 100 000 francs. Si on comptait sur nos hydrocarbures qui nous rapportent 650 milliards pour 30 ans, pendant 30 ans, chaque année 650 milliards, il nous faut de 35 ans. Encore que les hydrocarbures, je crois que le contrat s'arrête à 30 ans. Il nous faut de 35 ans. Si on donne l'intégralité de ce que nous rapportent les hydrocarbures là pour éponger cette dette, il nous faut de 35 ans pour éponger cette dette.
Donc, chers Sénégalais, rendons-nous compte du caractère catastrophique dans lequel ce pays est mis. Et qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Les gens pleurent pour les inondations. Oui, ils n'ont pas de moyens, les inondations, les hommes. Il n'y a pas d'espoir. Et puis les gens aussi, ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités parce qu'ils se sont rendus dans les urnes pour voter massivement. Dès le premier tour. Abdoulaye Wade a gagné au deuxième tour en 2000. Macky Sall, en 2012, il a remporté les élections au deuxième tour. Ici, Diomaye Faye a remporté les élections dès le premier tour, avec 54% des voix. Dès le premier tour. Les Sénégalais se sont mobilisés massivement, aussi bien à Touba, aussi bien à Diourbel, aussi bien à Dakar, à Yoff, partout, en Casamance et ailleurs, au votant pour voter, sauf pour ces gars-là, majoritairement. Ils n'ont qu'à assumer. Donc ils n'ont pas à pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont à pleurer? C'est eux les responsables, c'est eux qui ont donné au bourreau là le couteau avec lequel la corde avec laquelle ils sont pendus. C'est eux qui ont voté pour ces gens. Ils n'ont qu'à assumer. Ils n'ont rien à dire. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. Merci pour votre attention et au revoir.